Mais justement, la coercitive, vous vous attaquez à un élément clé qui est le droit de propriété. Et je rappelle, on l'oublie souvent, que le droit de propriété, c'est tout simplement un des droits fondamentaux puisqu'il est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dans le préambule de notre Constitution. Alors c'est pour ça que je voulais avoir la chance de pouvoir interroger un grand juriste sur ce droit de propriété. Là, on voit un constat quand même clair. On a des terres agricoles qui disparaissent alors qu'elles nous nourrissent, et on voit que si on veut aller contre, il faut avoir des démarches coercitives. Alors, Patrick Hubert, vous êtes avocat, vous avez été conseiller d'État. Ce droit de propriété là, est-ce que c'est pas un obstacle? Quel est le problème? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques éléments, et notamment dans sa relation avec le droit de construire? Là, j'ai bien vu que c'était un enjeu important. Je crois que tout a été dit, passant d'un côté. La seule question qui reste, c'est quels sont les mécanismes juridiques qui sont derrière. On a dit la terre va passer de 6 € à 600 €. Je sais plus quelle était l'unité de surface. Ouais, le mètre carré. Si on franchit la frontière. Le mètre carré. Et donc le propriétaire va empocher une plus-value colossale. Alors, on a dit aussi que les règlements d'urbanisme avaient du mal à résister. Les élus, même s'il y a eu un débat, je crois, entre vous deux, sur la capacité de résistance des élus, mais les élus ont du mal à résister à ces propriétaires qui sont aussi des électeurs. La même personne est à la fois propriétaire susceptible d'empocher cette plus-value colossale et électeur, direct du maire, indirect d'un certain nombre d'autres structures. Et donc, cette personne, et c'est vous et moi, je pense, c'est pas nécessairement des êtres épouvantables, cette personne, elle va, au fond, avoir tout intérêt, même si par ailleurs, elle peut avoir une certaine morale, etc., mais elle a un intérêt considérable à ce que les terrains soient rendus constructibles par les règlements d'urbanisme, parce que elle va empocher elle-même la plus-value. Et donc, on peut dire, au fond, c'est le droit de propriété, c'est naturel, c'est un peu inévitable, c'est un droit fondamental, on n'y peut rien. C'est pas si évident que ça. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le droit de propriété? On considère comme naturel, si je suis propriétaire d'un terrain, au fond, et je le vends à quelqu'un qui va y construire une villa ou un hypermarché ou que sais-je, au fond, je vends quoi? Je vends le terrain, l'assiette, comme on dit, et je vends le droit de construire qui est dessus, parce qu'il se trouve qu'il y a un droit de construire, parce que je suis en zone constructible. Je vends les deux. Et on considère comme normal que les deux m'appartiennent. Ça ferait partie du droit de propriété. Mais est-ce que c'est complètement normal? D'ailleurs, M. Lefebvre a laissé entendre que on pouvait réfléchir à des dissociations. Mais en fait, ça n'a rien de naturel. Et si vous réfléchissez bien, dans certains cas, ça fonctionne pas du tout comme ça. Il y a une cinquantaine d'années, enfin assez longtemps, on a publié un règlement national d'urbanisme qui a rendu inconstructible l'immense majorité du pays. Qui a dit, voilà, sauf plan local d'urbanisme, ça s'appelait différemment à l'époque, on ne peut pas construire en dehors des agglomérations. Donc vous aviez des gens, d'ailleurs beaucoup étaient des propriétaires qui étaient des agriculteurs en même temps, qui étaient propriétaires de terrain puis qui avaient parfaitement le droit de construire dessus. Un beau jour, on leur a dit, c'est fini. Est-ce qu'on leur a donné quoi que ce soit? Est-ce qu'ils ont reçu un sou pour la privation du droit de construire? Non. Et on a considéré qu'ils avaient beau être propriétaires, en fait le droit ne leur appartenait pas, on pouvait leur prendre sans les indemniser. Donc vous voyez, ça fonctionne bizarrement, de façon dissymétrique. C'est-à-dire que, dans un sens, si on me donne un droit de construire gratuit, je suis propriétaire d'un terrain non constructible, on me le rend constructible. J'ai pas à travailler, j'ai pas à investir, je reste assis dans mon fauteuil, je m'enrichis prodigieusement. Si on me le prend, là on me donne pas un sou. Ce qui veut dire qu'en fait c'est pas naturel. Et qu'il y aurait sans doute des moyens, alors on en a évoqué, de dissociation, qui permettrait finalement que ce ne soit pas le propriétaire qui s'enrichisse avec le droit de construire, que ce soit que celui qui est propriétaire d'un terrain agricole voisin et qui, lui, n'a pas la même perspective financière, eh bien, empoche une partie de cette plus-value qui provient de ce qu'une partie de la commune a été rendue constructible. Il y a des solutions possibles. C'est un peu de la théorie, en partie quand même pour l'instant. La théorie, mais si j'ai bien compris, en regardant un petit peu ce qui se passe autour de nous, en Italie, il y a ce qu'on appelle la perequazione urbanistica, si je traduis en péréquation urbanistique. En Italie, les lois permettent aux maires d'instituer cette péréquation qui dit que sur toute la commune, tous les propriétaires ont un droit de construire, mais qu'ils ne peuvent effectivement s'en servir réellement que dans les zones constructibles. Et donc, si je suis dans une zone non constructible, je vais vendre mon droit de construire à celui qui est dans la zone constructible. Ce qui fait qu'en clair, ça permet effectivement
d'assurer un revenu à tout le monde sur ce droit de construire. Donc des pistes existent, elles sont en Italie, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être y réfléchir. Il y a un colloque demain organisé par l'université d'Aix-Marseille de 2 jours sur cette question, sur le droit du foncier et sur un certain nombre de pistes d'évolution. Non, ça n'est pas naturel d'avoir cette espèce de jackpot dans un sens et de spoliation dans l'autre. Monsieur Berland, vous êtes chercheur, vous nous avez écoutés, vous travaillez beaucoup sur cette question. Donc là, on vient de vous dire, c'est important de protéger le sol, le foncier. Qu'en pensez-vous et est-ce que ça suffit? Je suis un peu sceptique sur justement cette fameuse volonté politique qui permettrait de mieux utiliser les sols en France, parce que je viens de lire le compte-rendu, enfin les débats au Sénat sur la loi de modernisation agricole. La énième, ça fait 50 ans ou 60 ans qu'on n'arrête pas de moderniser cette agriculture, elle est toujours en si mauvais état. Donc on peut se poser des problèmes sur la nature de la modernisation, bien entendu. Donc voici ce que déclarait Monsieur Le Maire. La France est la première puissance agricole européenne, elle ne le restera que si elle préserve ses terres agricoles. Très bien. Dans cette perspective, le projet de loi tend à mettre en place un observateur national chargé d'étudier la consommation de terres agricoles, d'identifier les zones de plus grande perte et de proposer des moyens pour éviter une telle situation. Nous ne pouvons pas continuer à perdre 200 hectares de terres agricoles chaque jour, soit l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Alors, moi, je suis quand même un peu sceptique parce que on propose simplement de mettre en place une commission. Le jour où cette commission rendra ses travaux, ça veut dire que, en particulier en PACA, il restera plus un seul hectare de terre agricole. C'est aussi simple que ça. Donc la volonté politique, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les maires sont soumis à de fortes pressions. Je pense que dans cette région-là, j'ai bien peur que les choses soient véritablement très très mal parties, sauf un sursaut. Alors maintenant, d'une manière plus générale, si on sort un petit peu de PACA, le problème est non seulement d'avoir des terres agricoles, je pense que le problème est d'avoir des terres agricoles vivantes. Et ça, c'est un problème tout à fait sérieux qui tient à l'agronomie. Peu de gens savent que 80% de la biomasse de la planète, c'est-à-dire de la matière vivante de la planète, se trouve dans les 30 premiers centimètres de sol, que nous sommes installés en quelque sorte sur une pellicule moléculaire de vie, hein, et que cette pellicule moléculaire de vie, nous sommes en train de la fracasser à toute vitesse. La fracasser par cette urbanisation dont nous venons d'entendre parler. Peut-être que je pourrais simplement aussi souligner, j'ai pas suivi exactement ce qui s'est passé dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes avec les dernières inondations, mais comme le soulignait Claude Bourguignon, on est dans une situation tout à fait étrange où, en dépit du fait que nous traversons une des périodes les plus sèches de ces 1000 dernières années, et nous avons les inondations les plus féroces que nous avons connues depuis très longtemps. Je pense que là aussi, il y a une question qui se pose, c'est celle de la mort des sols. Les sols sont en train de mourir, sont à l'agonie un petit peu partout en France, du fait des pratiques agricoles intensives qui ont été évidemment soutenues, promues par la cogestion entre l'État et le syndicalisme dominant que vous connaissez bien, monsieur. Le syndicalisme dominant, d'ailleurs, assez curieusement, passe son temps à dire qu'il faut éliminer la moitié de ses membres. Moi, j'ai jamais vu la CGT dire il faut fermer les usines. C'est assez curieux qu'on entende ça de la part du syndicat dominant, mais je ferme cette parenthèse. Il faut des sols vivants. On en est très très loin et la situation est véritablement catastrophique et c'est plutôt en agronome que je parle. Et enfin, le dernier point que je voudrais dire, il faudrait avoir aussi des paysans. Je voudrais quand même revenir sur la loi que vous évoquez, parce que moi je l'ai lu aussi, elle a été votée au Sénat donc il y a quelques jours, et l'article 13 met en place une taxe sur la vente des terres agricoles et les revenus de cette taxe sont prévus comme être redistribués aux jeunes agriculteurs. Donc il y a peut-être une volonté politique encore faible, mais il y a des choses qui pointent, n'est-ce pas ? La taxe est de 5 à 10%, c'est en tout cas telle qu'elle avait été discutée, c'est pas avec des taxes de 5 à 10% qu'on va dissuader des écarts de prix qui vont de 1 à 100. Alors, monsieur Pascal, comment vous réagissez à votre syndicat qui d'abord veut supprimer ses membres, donc ça m'a un peu surpris. Alors, je vous en prie. J'ai pas tout à fait compris, je suis désolé, l'allusion. Alors après sur la cogestion, je vais pas revenir dessus parce que
Enfin, pour moi, ça vaut pas le coup. Alors la terre. Sur le fait de la terre, c'est vrai qu'il reste de nombreuses pistes à creuser. C'est le cas de le dire. On entend beaucoup parler que de pression sur les élus locaux, et c'est pour ça qu'on avait nous imaginé dans un rapport d'orientation pouvoir donner que la décision de changement de destination de foncier ne soit pas prise au niveau local, et puis qu'on puisse changer d'échelle. Alors après, l'échelle, nous on avait mis le département, qui est une commission départementale qui puisse avoir qui puisse juger et pouvoir déclasser des terres ou non, et donc avoir un recul suffisant sur tout un territoire plus grand pour pouvoir prendre une décision et pouvoir avoir moins de pression de la part des électeurs et des propriétaires fonciers. Alors on avait imaginé le département, ça peut être une intercommunalité ou reste à voir l'échelle. C'était un peu une des propositions et une des pistes de travail qui a peut-être à creuser. Sur la taxe, c'est vrai que la taxe pour nous est pas assez importante. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose qui on avait imaginé une taxe qui pouvait représenter de l'ordre de 40 à 60% du prix de vente de la terre. On n'a pas été suivi par le ministère et par les sénateurs, mais bon, c'est déjà une comment dire, un peu un signal de la part de nos politiques d'une prise de conscience pour essayer de résoudre ce problème-là. Après, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire. Tout n'est pas résolu au jour d'aujourd'hui. On a encore à creuser, et il faut qu'on trouve des solutions si on veut pas que demain il n'y ait plus de foncier autour sur notre région, quoi. Alors moi, ce que j'ai pu entendre par ce que nous a dit Monsieur Lefebvre et ce que l'un d'entre vous a dit tout à l'heure, enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux problématiques derrière. La première, c'est que l'agriculteur est un entrepreneur et donc est un acteur économique, et qu'il a besoin de la terre vivante, nous dit Monsieur Berland, pour produire et pour vivre. Et en même temps, cette terre, pour certains, ça a été dit dans le film tout à l'heure, ça peut être un moyen, une vente possible et un patrimoine. Donc il y a d'un côté le propriétaire foncier qui a envie de vendre la terre, et de l'autre l'entrepreneur économique qui a besoin de cette terre. Donc l'agriculteur se retrouve un peu en schizophrénie quand il est propriétaire foncier. Et la deuxième chose que nous a expliqué Patrick Hubert, c'est que en plus on a de fait une dissymétrie entre le droit de propriété et le droit de construire. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup de choses complexes, et effectivement, ça ne peut pas être qu'une volonté politique locale. Je comprends très bien ce que dit Monsieur Soldani, il faut prendre des décisions locales, mais on voit bien qu'il faut essayer de mettre en place des systèmes nationaux plus clairs, permettant justement de sortir de ce problème. Nous allons terminer la soirée, qui n'a pas été si drôle que ça. On voulait vous parler du plaisir de la table, de manger, on voulait vous parler des paysages, de l'agriculture bio, et on a abordé des choses sérieuses. Oui, nous avons abordé des choses sérieuses. Ce que nous voulions vous dire, c'est que si vous voulez continuer à vous nourrir, il faut non seulement des agriculteurs, mais il faut des politiques publiques dans ce sens. Et effectivement, madame, il nous faut interpeller les hommes politiques que nous élisons et les femmes politiques que nous élisons. Oui, notre soirée a été sérieuse, car elle est sérieuse. Donc, merci d'être venus. Bonne soirée. Merci à vous tous qui vous nous avez accompagnés pendant toute cette soirée.